Alors, je remercie beaucoup l'Académie pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être ici ce matin. Changement de sujet, changement d'accent. Alors, j'espère que vous ne souffrirez pas trop de mon accent québécois. Donc, je vais vous parler des origines du sida, en fait, de ce qui s'est passé avant 1981. Donc, 1981, c'est l'année où aux États-Unis, on a reconnu cette nouvelle maladie. En réalité, comme vous allez voir, le virus se disséminait en Afrique et ailleurs dans le monde depuis déjà au moins 60 ans. Donc, c'est cette période-là que je vais couvrir avec un focus particulier sur ce qui s'est passé à Léopoldville et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Évidemment, c'est une histoire assez compliquée. J'ai environ 35 minutes. Je vais survoler certains aspects. Mais dans la période des questions, ça me fera plaisir de fournir des informations additionnelles si vous le souhaitez. En fait, le sida en Afrique, ça a été reconnu d'abord à partir d'ici en Belgique. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les premiers cas de sida, la première centaine de cas de sida diagnostiqués en Belgique en 81, 82, 83, on a remarqué rapidement qu'environ la moitié venait d'Afrique centrale. La plupart étaient des Congolais, des Zaïrois, comme on disait à l'époque. Et ceci a amené un certain nombre de personnes à s'unir pour démarrer ce projet de recherche qui s'est appelé tout simplement le projet SIDA à Kinshasa en 1984. Vous avez ici Jonathan Mann, qui a été le premier directeur de ce projet. Peter Piot, que vous connaissez certainement, qui a été également associé à ce projet qui a, dans le fond, commencé à décrire l'épidémiologie du VIH à Kinshasa. Déjà, dans ces premières années, on suspectait que l'origine même du virus était l'Afrique centrale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait que la prévalence, à l'époque, la prévalence la plus élevée qui était connue dans des populations adultes général, c'était là-bas, donc à Kinshasa, aux environs de 6 ou 7 %. Évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de régions d'Afrique où la prévalence est beaucoup plus élevée que ce chiffre, mais quand même, les gens se sont dit, s'il y en a plus de VIH, probablement, ça veut dire que le virus vient d'ici. Quand les tests sérologiques sont devenus disponibles, on a commencé à tester des banques de sérum qui avaient été accumulées dans les décennies précédentes pour diverses raisons. Et essentiellement, en fait, sur ces échantillons de sérum, parmi ceux qui ont été prélevés avant 1980, en fait, tous les spécimens qui ont été identifiés comme étant contenant des anticorps contre le VIH venaient tous d'un même pays, le Zaïre. Éventuellement, à partir d'un de ces spécimens de sang, on a réussi à amplifier le génome du VIH, ou en fait certaines parties du génome, et donc c'est devenu l'isolat de VIH le plus ancien, et ceci correspond à un prélèvement qui avait été obtenu à Léopoldville, donc à l'époque, en 1959. 20 ans plus tard, il y a un deuxième isolat très ancien qui a été récupéré sur des tissus de biopsie ganglionnaire, et la biopsie avait été effectuée dans la même ville, donc à Léopoldville, en 1960. Donc, ceci était des arguments relativement indirects. La certitude que l'Afrique centrale était la source du virus, elle est venue avec la publication de cet article dans la revue Science en 1999, pardon. C'était des travaux d'un groupe de chercheurs dont la leader est cette dame ici, Dr. Beatrice Hahn. Et en fait, ce qu'ils ont démontré dans cet article, c'est que la source du VIH, c'était le chimpanzé d'Afrique centrale qu'on appelle Pan-Troglodytes troglodytes. Cette conclusion ici était assez brave parce qu'elle était basée sur seulement quelques isolats de virus simiens. Donc, le virus en question, on l'appelle SIV-CPZ, donc SIV pour Simian Immunodeficiency Virus, et CPZ évidemment pour chimpanzé. Et ce que la partie gauche de la diapo démontre, c'est qu'en fait, quand on fait des analyses phylogénétiques,
Les souches de virus venant de ce chimpanzé, ce sont les deux ici en rouge. Vous voyez qu'elles sont incluses à l'intérieur de la radiation représentant des souches humaines de VIH1. Par opposition, le virus provenant du chimpanzé d'Afrique de l'Est, vous en avez un exemple ici, vous voyez qu'au niveau phylogénétique, il se situe à l'extérieur des souches humaines. Donc, cette affirmation, elle était à l'époque assez courageuse, basée sur quelques isolats. Il y a énormément de travaux de ce groupe également, d'autres chercheurs qui ont confirmé cette conclusion. Donc, ceci ne fait plus aucun doute maintenant. Ceci nous permet donc de réduire de beaucoup la zone géographique où habitait le premier cas humain. Cette zone, donc, correspond à l'habitat du chimpanzé Pan troglodytes troglodytes. Et sur la carte de l'Afrique que vous avez ici, c'est la zone ici, couleur un peu brun pâle. Et vous voyez que ça correspond en fait au sud du Cameroun, une petite partie de la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, ici le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, il n'y a aucun doute à l'heure actuelle que le tout premier cas, celui qui a parti la pandémie, habitait dans ce territoire. Je vous mentionne en passant que la RDC actuelle, donc l'ancien Congo belge, situé de l'autre côté du fleuve Congo, n'est pas un habitat pour ce type de chimpanzé. Il y a deux autres espèces de chimpanzés sur le territoire du Congo belge. Et ces deux chimpanzés ne sont clairement pas la source du VIH. Donc, le tout premier cas est survenu de l'autre côté du fleuve. Comment est-ce que le premier cas s'est infecté? Disons, il y a toutes sortes d'arguments qui suggèrent que l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est un chasseur qui s'est infecté en dépeçant la viande de chimpanzé, un chimpanzé qu'il avait capturé dans la forêt. Alors, en se blessant, en dépeçant l'animal, le sang du chimpanzé vient en contact avec le sang du chasseur et le virus est transmis de la même façon que le virus peut être transmis, par exemple, au personnel de santé quand il se pique avec des aiguilles contaminées. Voilà. On peut apprendre énormément également sur les origines du VIH, sur sa dissémination, en regardant la diversité génétique du VIH. Donc, la façon dont c'est fait, c'est en séquençant certains gènes de VIH et en regardant les différences entre les isolats. Actuellement, le VIH1 est divisé en 4 groupes et la définition de ces groupes, c'est qu'ils divergent les uns des autres de façon assez importante. Si on regarde les acides nucléiques, donc c'est quelque part entre 20 et 50% de divergence. Nous sommes certains actuellement que chacun des 4 groupes qui sont connus correspond à un épisode distinct de transmission du chimpanzé à l'homme et très certainement pour chacun des groupes à un seul épisode de transmission du chimpanzé à l'homme. Donc, vous voyez que les 4 groupes, évidemment, le plus important, celui qui cause la pandémie, c'est le groupe M. À partir de ce premier chasseur infecté, éventuellement 67 millions de personnes à travers le monde ont été infectées par le virus. À peu près la moitié en sont déjà décédés. Alors, les 3 autres groupes ont eu beaucoup moins de succès épidémiologique. Il y a le groupe O, qu'on retrouve essentiellement au Cameroun et dans les pays adjacents au Cameroun, peut-être environ 10 000 cas jusqu'à date. Le groupe N, uniquement chez des Camerounais, 13 cas à date. Et le dernier groupe qui a été identifié il y a 3 ou 4 ans, le groupe P, également des Camerounais, et seulement 2 cas à date. Et je peux vous dire tout de suite que probablement qu'il y a des facteurs virologiques, donc des caractéristiques intrinsèques du VIH de groupe M, qui ont contribué à sa dissémination très efficace par rapport aux 3 autres groupes. Alors, le groupe M est ensuite sous-divisé en sous-types. Il y en a 9
et par définition arbitraire de scientifiques qui se sont réunis, les sous-types divergent les uns des autres au point de vue de leur acide nucléique par environ entre 10 et 20%. Alors, les sous-types, c'est complètement différent des groupes. En fait, ça représente l'évolution du virus chez l'humain à partir d'un virus unique. Donc, les sous-types représentent l'accumulation des erreurs de réplication du virus une fois qu'il a infecté des populations humaines. Donc, il y a 9 sous-types actuellement et de loin, le plus important, c'est le sous-type C qui représente environ la moitié du fardeau mondial du VIH parce que c'est le virus prédominant en Afrique australe. L'autre qui est bien connu, c'est le sous-type B, donc celui que vous avez ici en Europe de l'Ouest, que nous avons au Canada, aux États-Unis, également en Haïti, ça représente peut-être 12%. Et vous avez ensuite 7 autres sous-types, dont vous avez les lettres qui les désignent ci-dessous. Alors, la diversité génétique, si on regarde la distribution des sous-types dans un endroit donné, en fait, il y a 2 facteurs qui vont déterminer une plus grande diversité. D'abord, la durée de présence du virus. Si le virus est présent à un endroit depuis 60 ans, il a eu le temps de commettre beaucoup d'erreurs de réplication, donc ça va donner plus de diversité. Mais ce n'est pas seulement la durée qui détermine la diversité, c'est également l'efficacité de la transmission. Donc, si vous avez le virus qui est introduit au même moment, disons, il y a 60 ans, dans un endroit où chaque personne infectée n'en infecte une autre qu'à tous les 5 ans, disons, vous aurez sur 50 ans relativement peu de diversité. Par opposition, si le virus est introduit en même temps ou même un peu plus tard, dans un endroit où la transmission elle est plus efficace, où chaque personne infectée en infecte une autre, disons, tous les 3 ou 4 mois, là, vous allez avoir également une plus grande diversité parce que chaque personne infectée produit du virus à un rythme assez phénoménal. Et donc, plus il y a de production de virus, plus il y a d'erreurs de réplication, des mutations, et ça entraîne la diversité. Si on regarde à l'échelle du continent, cette diapo vient d'un article d'une de vos compatriotes, Martine Peters, qui a été publié dans la revue AIDS en 2003. Donc, c'est la carte de l'Afrique et chaque couleur correspond à un sous-type différent. Et je vous montre tout d'abord l'Afrique australe, donc l'Afrique du Sud ici, Zimbabwe, Botswana. Vous voyez que là-bas, en fait, c'est une infection qui est monophylétique, donc il y a à peu près un seul sous-type, le sous-type C, et ça veut dire que le virus y est arrivé relativement récemment. Par contre, vous pouvez voir que l'endroit au monde où il y a la plus grande diversité, donc où on retrouve dans le fond tous les sous-types, toutes les couleurs, c'est le territoire actuel de la RDC. Et vous pouvez voir que de l'autre côté, à Brazzaville, en fait, on a une diversité qui est également assez importante, mais moindre que ce qui semble être le cas en RDC. Donc, ceci suggère que la RDC actuelle est l'endroit, non pas du premier cas, mais l'endroit où le virus a atteint une masse critique qui lui a permis de se diversifier et ensuite de se disséminer. D'ailleurs, quand les techniques de biologie moléculaire se sont améliorées aux environs de l'an 2000, les chercheurs sont retournés examiner des spécimens de sérum qui avaient été obtenus à Kinshasa aux environs de 1985. Et dans ces échantillons de Kinshasa, on retrouvait presque tous les sous-types, en fait 8 sur 9, et on retrouvait déjà beaucoup de recombinants de différents sous-types. En d'autres mots, il y avait à Kinshasa, il y a 27 ans, il y avait déjà beaucoup plus de diversité génétique du VIH que ce qu'on retrouve aujourd'hui n'importe où dans le monde. Donc, il n'y a pas tellement de doute que c'est l'endroit où le VIH a réussi à se multiplier sur une échelle assez importante.
Pour ceux d'entre vous qui n'y sont jamais allés, en fait, une photo satellite qui vous démontre la proximité de Kinshasa, donc Léopoldville, avec Brazzaville. Donc, Brazzaville, c'était la capitale du Congo, du Moyen-Congo et de la Fédération de l'Afrique équatoriale française. Et Léopoldville, la capitale du Congo belge, environ 4 km de distance entre les deux côtés. Vous avez ici le fleuve Congo, et en fait, donc, une grande partie de l'Afrique centrale, incluant les pays habités par le Pan troglodytes, se draine dans le fleuve Congo. Et ici, il y a des rapides, donc le terminus de la navigation sur tout le bassin du Congo. Depuis très longtemps, en fait, ce sont Léopoldville et Brazzaville. Et déjà à l'époque coloniale, beaucoup de transport, de voyages entre les deux côtés de la rive. Ici, vous aviez un bac qui traversait entre les deux rives à toutes les 20 minutes. Donc, en fait, au point de vue de la dissémination des agents infectieux, on peut considérer Brazzaville et Léopoldville comme une seule et même cité. Donc là, je vais vous parler de Léopoldville, mais dans le fond, je pourrais ajouter toujours Léopoldville, Brazzaville. La question suivante, pour comprendre les origines du VIH, c'est d'essayer d'établir la chronologie. Et ça, c'est fait à partir d'une technique qu'on appelle des horloges moléculaires. C'est assez compliqué. Je ne peux pas prétendre bien comprendre toutes les subtilités de cette méthode-là, mais en quelques mots, c'est qu'on regarde à certains endroits du génome, on évalue le taux annuel de substitution, donc le taux annuel d'erreur de réplication, et à partir de ça, on reconstruit la chronologie de façon rétrospective. Et cet article dans Nature, il y a quelques années, en fait, avait utilisé, d'abord ils avaient identifié un nouvel isolat très ancien sur le spécimen de biopsie ganglionnaire. Ils ont utilisé également l'échantillon dont je vous parlais qui datait de 1959. Ils ont utilisé les techniques d'horloge moléculaire. Ils avaient deux modèles mathématiques et ils ne pouvaient trancher lequel des deux était le meilleur. Dans un cas, l'année correspondant au premier cas humain de VIH tournait aux environs de 1908. Dans l'autre modèle, ça tournait aux environs de 1921. Il y avait un certain intervalle de confiance sur ces estimations. Donc, il y a encore un peu d'imprécision, mais on peut être à peu près certain que le premier cas de VIH-1, celui qui a parti la pandémie, est probablement survenu durant les 3 premières décennies du 20e siècle. À travers les mêmes techniques, en fait, on est capable de reconstituer la dynamique ancienne du virus. Donc, ce que vous avez ici, c'est le nombre de personnes infectées. Donc, la ligne noire, c'est le nombre le plus probable. Et ce que vous avez en bleu, c'est l'intervalle de confiance à 95%. Vous pouvez voir que le graphique commence vers 1910, se termine en l'an 2000, et ça correspond au nombre de personnes infectées à Léopoldville ou en RDC. Alors, c'est une courbe, vous pouvez voir, c'est une échelle qui est logarithmique. Et ce que ça montre, en fait, c'est que pendant très longtemps, le nombre de personnes infectées n'a augmenté que très, très, très lentement. Si vous regardez ici, vous avez 10 à la 2, donc une centaine. Donc, pendant très longtemps, il y avait probablement moins d'une centaine et progressivement, on est arrivé à ce seuil d'une centaine de personnes infectées. Par contre, à partir du début des années 1950, donc peut-être 53-54, vous voyez que le nombre de personnes infectées augmente très rapidement. Comme c'est une échelle logarithmique, cette droite ici correspond en fait à une amplification exponentielle du nombre de cas de personnes infectées. Donc, on va essayer maintenant de comprendre ce qui a pu se passer à Léopoldville au début des années 50 qui a pu entraîner ce phénomène.
Alors, Léopoldville, à l'époque, en fait, était conçu et organisé comme étant une espèce de camp de travail. Donc, on ne voulait avoir dans la ville de Léopoldville que les hommes qui étaient nécessaires pour les entreprises, entreprises privées ou entreprises de l'État colonial. Donc, il y avait plusieurs documents et permis qui étaient nécessaires pour un homme congolais pour s'établir à Léopoldville. Et dans la même logique, la migration des femmes était découragée puisqu'elle n'était pas nécessaire aux entreprises coloniales. Alors, c'est assez extraordinaire quand on lit ça, en fait, en rétrospective. Le taux de chômage à Léopoldville pendant toute cette période, était inférieur à 1%. Pourquoi? Parce que si vous perdiez votre emploi, vous alliez à une bourse du travail. On regardait si quelqu'un avait besoin de vous. Si on n'avait pas besoin de vous, vous deviez quitter la ville. Donc, les femmes n'étaient pas les bienvenues. Et il y a eu, pendant toute la période coloniale, un déséquilibre important entre le nombre d'hommes adultes à Léopoldville et le nombre de femmes adultes. Donc ici, ce que vous avez, c'est le ratio homme sur femme. Vous pouvez voir que dans les années 30, c'était du 4:1. Et ensuite, pour une bonne partie de la fin de la période coloniale, c'était du 2:1. En réalité, il faut exclure de ces chiffres les hommes mariés. Si on le fait, les hommes et les femmes mariés. Donc, si on le fait, le ratio homme-femme chez les non-mariés était de l'ordre de 5:1 à 10:1. Donc, il y avait vraiment un déséquilibre très, très important. Dans certains groupes ethniques, c'était du 100:1 et même plus. Alors, les conséquences de ceci étaient assez prévisibles. Et à partir des années 1940, les historiens décrivent Léopoldville comme étant devenue la capitale de l'ambiance. Et cette ambiance, en fait, ils décrivent 3 piliers. Les bars, il y en avait une quantité phénoménale à Léopoldville. Les musiciens, qui évidemment animaient les bars. Et celles qu'on appelait les femmes libres. Alors, les femmes libres, c'était ces femmes qui avaient réussi, malgré les obstacles, à se rendre à Léopoldville. Elles y pratiquaient une forme de ce qu'on pourrait appeler une semi-prostitution. Donc, elles avaient 3 ou 4 clients réguliers. Alors, disons que les lundis, c'était Albert, les mercredis, c'était Robert, et les vendredis, c'était Adalbert. Elles offraient à ces hommes un paquet de services assez diversifiés, un bon repas, la lessive, on s'occupait des cheveux, et évidemment, ça se terminait par une relation sexuelle. En échange de ceci, ces hommes fournissaient à ces femmes un support financier régulier. Donc, c'était pas une prostitution à haut volume, haut débit, avec tarification à l'acte. C'était une forme plutôt de semi-prostitution. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis pas je fais pas de la modélisation mathématique, mais ce que je peux vous dire de façon certaine, c'est que ce genre de semi-prostitution, c'était certainement suffisant pour la persistance du VIH là-bas, mais pas pour l'amplification exponentielle dont je vous ai parlé. Donc, si c'était pas le sexe, qu'est-ce que ça pouvait être? Alors, mes yeux, personnellement, ont été ouverts par la publication de cet article dans le Lancet en l'an 2000. Ça concerne l'Égypte, donc évidemment, ça n'a rien à voir avec l'origine du VIH. Il n'y a pas de chimpanzés en Égypte. Mais pour démontrer comment des épidémies iatrogènes peuvent atteindre un niveau massif, c'est assez difficile à battre. Et en fait, ce qui s'est passé en Égypte, c'est que dans les années 60, donc c'était quand même assez récent, il y a eu des grandes campagnes de lutte contre une maladie parasitaire qui s'appelle la schistosomiase ou la bilharziose, et on utilisait de façon massive des médicaments antimoniaux qui étaient administrés par voie intraveineuse. Et le résultat, c'est qu'éventuellement, dans certaines parties de l'Égypte, dans certains groupes d'âge, vous avez jusqu'à 50% de la population qui est devenue infectée par le virus de l'hépatite C. Le virus de l'hépatite C, sa transmission sexuelle, elle est très inefficace. Donc, ceci reflète une transmission
iatrogène massive. Et il y a eu plusieurs études, en fait, au Cameroun, qui démontraient, là, le Cameroun, on se rapproche de notre sphère d'intérêt, puisque, évidemment, cette région est habitée par le Pan-Troglodytes, et ça démontrait essentiellement la même chose. C'est-à-dire que si le graphique est organisé d'une autre façon, c'est selon l'année de naissance, mais vous pouvez voir que chez les gens nés, disons, avant 1955, également dans plusieurs communautés du Cameroun, la moitié de ces gens-là sont séropositifs pour le virus de l'hépatite C, donc transmission massive d'au moins un autre virus présent dans le sang. Ces études n'avaient pas cherché, par contre, c'était uniquement des études de prévalence, donc ils n'avaient pas cherché à déterminer les facteurs de risque. Alors, j'ai personnellement travaillé sur ça pendant plusieurs années. Vous avez sur cette diapo le résultat, le résumé de 5 ou 6 ans de travail. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le VIH-1 a été transmis par les injections? C'est évidemment impossible de l'étudier directement parce que les gens qui ont été infectés par des injections avec le VIH-1 dans les années 50 sont tous décédés, morts et enterrés depuis longtemps. Donc, on l'a fait avec d'autres virus qui, eux, sont compatibles avec une survie prolongée. Donc, le virus VIH2 en Guinée-Bissau, le virus de l'hépatite C, dont j'ai parlé tout à l'heure, également le virus HTLV1, qui est un rétrovirus, donc appartient à la même catégorie que le VIH. Nous avons fait ça donc dans 3 pays, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, le Cameroun, 3 virus différents, toujours des personnes âgées, et nous avons dans chacun de ces pays documenté par des analyses multivariées qu'il y avait eu effectivement transmission ici en Guinée-Bissau du VIH2 par les traitements de la trypanosomiase. La trypanosomiase, c'est la maladie du sommeil. Donc ça, c'était des injections intraveineuses. Également par le traitement intramusculaire de la tuberculose avec la streptomycine. Ça, c'était des injections intramusculaires, mais un très grand nombre, au moins une soixantaine. En Centrafrique, le virus HTLV1 a été transmis par des injections préventives d'un médicament qui s'appelait la pentamidine, et c'était utilisé pour prévenir la maladie du sommeil. Et dans le même pays, le virus de l'hépatite C, associé également au traitement de la maladie du sommeil. Et finalement, au Cameroun, une région de très haute prévalence d'hépatite C, le facteur de risque majeur là-bas, c'était le traitement intraveineux de la malaria. Donc, plusieurs types d'interventions médicales, plusieurs virus dans 3 pays, avec des associations significatives. Donc, je pense comme preuve indirecte qu'il y a eu la transmission iatrogène de VIH1. Cette preuve, elle est relativement forte. Alors, revenons à Léopoldville. Alors, Léopoldville, en fait, à la fin de la période coloniale, il y avait à peu près le tiers des Belges au Congo qui habitaient à Léo, comme on appelait la ville, donc environ 35 000 Belges. Et évidemment, un des objectifs importants des autorités sanitaires, c'était d'éviter que les gens qui sont sur la partie gauche de la diapo aboutissent dans la partie droite, qui était le cimetière pour les expatriés. Et ceci s'est fait de plusieurs façons, mais une des façons, ça a été un dépistage important des maladies infectieuses chez les Congolais. Et évidemment, l'objectif était en diminuant la fréquence de ces infections chez les Congolais, donc de diminuer le risque de transmission à la population belge. Ceci se faisait de différentes façons. Il y avait d'abord tous les migrants, donc ceux qui arrivaient à Léopoldville, ils étaient tenus de subir un dépistage pour plusieurs maladies. Et il y avait également le dépistage annuel de toute la population. Donc, une fois par année, tous les habitants de Léopoldville étaient examinés de façon sommaire. On cherchait telle ou telle maladie tropicale. Et évidemment, quand on en trouvait, on les traitait. Alors, en conséquence, il y avait à Léopoldville relativement peu de maladies du sommeil. Il n'y avait à peu près pas de schistosomiase. Il n'y avait pas beaucoup de lèpre, pas beaucoup de pian.
Et donc, les opportunités pour la transmission de virus à travers le traitement de ces maladies qui étaient fréquentes dans d'autres parties du Congo, n'étaient pas très grandes à Léo. Par contre, une institution qui, à mon avis, a joué un rôle important, c'est celle-ci. Alors, la Croix-Rouge congolaise, qui était comme une filiale de la Croix-Rouge de Belgique, a ouvert en 1929 un dispensaire anti-vénérien à Léopoldville. Donc, vous avez une photo de leurs installations à ce moment-là, assez modeste, comme vous pouvez voir. Et alors, ce qu'ils faisaient là-bas, c'était d'abord le traitement des personnes qui avaient une maladie transmise sexuellement qui était symptomatique, donc un homme avec un écoulement urétral ou un ulcère génital, les femmes qui avaient des écoulements vaginaux. Ils s'occupaient également du dépistage des maladies transmises sexuellement chez les migrants, donc les migrants devaient se présenter là en arrivant à Léo. Et surtout, il s'occupait du dépistage des femmes libres. Les femmes libres, donc une femme adulte qui était recensée par l'État, qui habitait dans une parcelle et qui n'avait pas un homme adulte avec elle pour la supporter financièrement, elle était automatiquement considérée comme une femme libre. Donc, on présumait qu'elle était une prostituée. Et donc, elle devait se présenter là tous les mois pour un dépistage. Elles avaient une carte qui devait être tamponnée à chaque visite de façon à demeurer en règle avec la loi. Et une grande partie des activités de cette clinique, c'était le traitement de la syphilis. Alors, c'était avant la pénicilline, donc à l'époque, la syphilis se traitait par des injections de médicaments arsénicaux, donc des médicaments qui contenaient de l'arsenic. Et c'était en général entre 12 et 15 injections hebdomadaires. Peut-être la moitié de ces injections étaient des injections intraveineuses. Et si la sérologie, qui était le test de Bordet-Wasserman à l'époque, si la sérologie demeurait positive après le traitement, elle devait être retraitée. Donc, elle recevait finalement 25-30 injections intraveineuses. À tel point, en fait, que la quantité d'injections faites dans cet petit établissement, le pic a été atteint en 1953. Il s'y est fait 154 000 injections, dont à peu près la moitié étaient des injections intraveineuses. En rétrospective, quand on regarde ça, moi j'ai lu les rapports annuels de la Croix-Rouge congolaise et c'est assez extraordinaire parce que pendant cette période, donc qui correspond, je vous rappelle, à la période où il y a eu l'augmentation exponentielle du nombre de cas de VIH, donc le début des années 50, en fait, la très grande majorité des gens qui étaient traités pour syphilis, entre guillemets, n'avaient probablement pas la syphilis. À peine 3% de tous les patients présentaient des signes soit de syphilis primaire, secondaire ou tertiaire. Tous les autres, 97%, c'était des gens qui étaient traités uniquement sur la base d'une sérologie positive. Or, beaucoup de ces gens venaient de régions qui étaient endémiques pour le PIAN. Le PIAN, c'est une infection cutanée qui est transmise par contact direct, non sexuel. Et c'est dans le fond une sous-espèce de Treponema pallidum qui en est l'agent étiologique. Et c'est très fréquent dans ces régions tropicales. C'est acquis pendant l'enfance. Les anticorps persistent pour le reste de la vie. Et évidemment, les tests sérologiques pour la syphilis vont également être positifs chez quelqu'un qui a déjà fait le PIAN. Donc, probablement que la très grande majorité de ces traitements étaient tout à fait inutiles. En fait, ce n'était que des cicatrices sérologiques d'un PIAN acquis il y a bien longtemps. Vous avez ici l'évolution du nombre d'injections dans cette institution, donc des fluctuations qui dépendent de divers facteurs, mais ceci c'est le pic dont je vous parlais en 1953, et vous pouvez voir ensuite une baisse dramatique du nombre d'injections. Plusieurs facteurs expliquaient cette baisse du nombre d'injections. Un de ces facteurs était la publication de cet article par l'interniste belge qui travaillait à l'hôpital des Congolais de Léopoldville, Dr Paul Beheit,
Et il a décrit, en fait, dans cet article, dans les annales de la Société belge de médecine tropicale, publié en 1953, ça portait sur l'hépatite à Léopoldville. Donc, on distinguait l'hépatite épidémique, ça c'était probablement l'hépatite A, et ce qu'on appelait à l'époque l'hépatite par inoculation, qui était l'hépatite B. Et en fait, dans son article, il décrivait une éclosion, en fait, d'une trentaine de cas d'hépatite chez des patients qui avaient été traités pour la syphilis au dispensaire antivénérien. Ça peut sembler relativement faible comme nombre de cas, mais il faut savoir qu'en Afrique centrale, à peu près 95% des gens s'infectent avec le virus de l'hépatite B pendant l'enfance. Et donc, ils sont soit des porteurs chroniques, soit qu'ils sont immuns. Donc, ça laissait chez les patients du dispensaire antivénérien peut-être tout au plus 5% des gens qui étaient susceptibles de développer une hépatite B. Et donc, je crois que le chiffre de 32, et évidemment, il y avait certainement des cas d'hépatite qui n'étaient pas reconnus, qui n'étaient pas hospitalisés. Donc, une éclosion quand même assez importante. Et dans son article, en fait, il s'est rendu au dispensaire antivénérien et il consacre une page entière à décrire la façon dont les seringues et les aiguilles étaient manipulées. Je crois pas que c'était bien différent de ce qui se faisait ailleurs au Congo à l'époque, mais là, le nombre d'injections était vraiment phénoménal. Et essentiellement, entre un premier et un deuxième patient, ou une première ou une deuxième patiente, on se contentait de rincer la seringue et l'aiguille avec de l'eau et on l'utilisait quelques minutes plus tard sur une deuxième personne. Donc, certainement des conditions extrêmement propices pour la transmission de virus présents dans le sang. Donc, je ne peux pas le prouver de façon formelle, mais à mon avis, cet endroit a peut-être représenté la tempête parfaite dans l'histoire du VIH. C'est-à-dire, dans une même clinique, vous aviez les migrants et les femmes libres. Donc, les migrants venaient des régions rurales où il y avait le chimpanzé, donc peut-être un ou l'autre avait été infecté là-bas. Et il y avait également les femmes libres qui, elles, avaient 3-4 partenaires sexuels concomitants. Et s'il y a eu transmission du virus de l'hépatite B lors de ces traitements, c'est assez probable qu'il y ait eu également une transmission du VIH une fois qu'il y a eu un premier cas qui a été introduit dans cette population. Et comme je vous le mentionnais, en fait, le timing coïncide à peu près exactement avec les trouvailles des horloges moléculaires. Donc, ça correspond assez bien à la période d'expansion rapide du VIH. Ensuite, c'est assez intéressant de voir comment des événements politiques ont finalement eu un impact sur la transmission du VIH. Vous connaissez évidemment l'histoire de la décolonisation. Donc, Patrice Lumumba, qui est premier ministre, 2 mois plus tard, il est en mauvaise posture, comme vous pouvez voir dans la boîte d'un camion militaire. Donc, il y a la mutinerie de l'armée, sécession du Katanga et du Kasaï, éventuellement des centaines de milliers de réfugiés qui arrivent très rapidement à Léopoldville. D'une journée à l'autre, le taux de chômage qui était inférieur à 5% augmente à plus de 50%. Les entreprises ferment. Les Belges qui employaient du personnel domestique, évidemment, retournent en Belgique. Donc, une très grande pauvreté de façon très rapide. Et plusieurs historiens ou sociologues qui ont écrit à l'époque, en fait, ont décrit la même chose. L'apparition à Léopoldville au début des années 60 d'un nouveau type de prostitution. Donc, les hommes n'avaient plus les moyens d'entretenir les femmes libres avec un support financier régulier. Et évidemment, il y avait beaucoup de femmes qui avaient besoin de quelques sous pour se payer leur repas du jour. Et à cette période était parue à Léopoldville, donc une prostitution à haut risque, où les prostituées avaient 3, 4, 5 clients différents chaque jour, donc facilement plus d'1 millier par année. Donc, c'était des conditions qui étaient maintenant propices à l'amplification sexuelle du VIH. Donc,
d'abord parmi les prostituées et leurs clients. Éventuellement, la décennie suivante, les années 70, ça a correspondu à la généralisation du VIH à Kinshasa. Ça, il y a des données, professeur de Smiter qui était à Leuven, donc des femmes qui amenaient leurs enfants à la consultation du nourrisson. En 70, le taux de prévalence du VIH était de 0,25 %. 10 ans plus tard, en 80, c'était rendu à 3 %. Donc, c'était la généralisation. Je vais juste, ça c'est ma dernière diapo. Donc, pour résumer un peu toute cette histoire, c'est certain, ça j'en ai pas parlé, mais le chasseur qui a parti la pandémie n'était certainement pas le premier chasseur qui avait attrapé ce virus. Probablement qu'il y en avait eu d'autres bien avant. Et le chasseur, auparavant, le chasseur peut-être transmettait le virus à sa femme ou à ses femmes s'il était polygame. Toutes ces personnes développaient le sida dans le village 10 ans plus tard et ça se terminait là. Alors, ce qui est arrivé à partir de notre nouveau chasseur infecté vers 1921, c'est qu'il y a eu un contexte relié à la colonisation qui a, dans le fond, favorisé la dissémination du virus. Donc, d'une part, l'urbanisation avec un excédent d'hommes par rapport au nombre de femmes. Donc, éventuellement, le développement d'une certaine prostitution urbaine. À peu près en même temps, donc, le développement d'interventions médicales sur une grande échelle dans les colonies françaises, mais également au Congo belge. Et donc, avec l'utilisation massive de seringues et d'aiguilles qui étaient constamment réutilisées et qui étaient peu ou pas stérilisées. Éventuellement, à partir d'un foyer qui était de l'autre côté du fleuve, le virus a voyagé le long du fleuve Congo, qui est vraiment comme une autoroute naturelle dans cette partie du monde. Finalement, il est arrivé à Léopoldville, s'est disséminé à Léopoldville. De Léopoldville, Kinshasa, le virus s'est ensuite disséminé d'abord ailleurs en Afrique centrale. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais il est fort probable que la dissémination vers les États-Unis s'est faite via Haïti. Il y a eu environ 4500 Haïtiens qui sont allés travailler au Congo dans les années 60 comme coopérants. Et il y en a un d'entre eux qui s'est infecté par le VIH, qui a ramené ça en Haïti, de là aux États-Unis, éventuellement en Europe. Donc, j'ai essayé de vous dresser un portrait rapide de l'histoire du VIH. C'était nécessairement assez sommaire. Si la question vous intéresse, mon livre qui a été publié à peu près 1 an, The Origins of AIDS, qui est disponible facilement si vous avez l'habitude de commander des livres par Amazon. C'est très facile et évidemment une histoire qui est beaucoup plus détaillée.